Hello et bienvenue dans ton déjà 3 épisode de Layup, ton rendez-vous NBA, ton rendez-vous préféré. Comme promis, cette semaine, direction la conférence Est, mais cette fois-ci, on s'attaque au haut du tableau. Mais avant ça, les news. On commence tout de suite avec la NBA qui essaye de nous occuper tant bien que mal. Alors la semaine dernière, on nous a annoncé un tournoi de NBA 2K qui bat son plein. Cette semaine, la nouveauté, c'est un tournoi de horse, c'est-à-dire que les joueurs dans des gymnases indépendants, coronavirus oblige, vont devoir rivaliser de pirouettes pour marquer les paniers les plus improbables. Belle surprise dans la semaine aussi avec l'ouverture du canal de beIN Sport 4, entièrement dédié désormais 24 heures sur 24 à la NBA. En fait, ils ont repris le fuseau de NBA TV, c'est plutôt sympa de se voir des anciens matchs. À noter que pour le moment, j'arrive pas à avoir un programme des matchs. C'est quand même une super initiative en ces temps très pauvres au niveau basket et sport en général. Une vraie news cette fois-ci du côté de Chicago où on fait un peu le ménage au niveau du front office. Exit Gary Foreman, exit John Paxson, je sais pas exactement comment les rôles vont être distribués. Karnisovas, excusez ma prononciation lituanienne, qui arrive donc en provenance de Denver pour prendre la place de vice-président des opérations basket. John Paxson, Gary Foreman nous ont pas montré des trucs excellents ces dernières saisons, et vu la déchéance de Chicago, on vous en a parlé il y a 2 semaines dans nos déceptions de la conférence Est, c'est bien d'un petit peu renouveler ce front office. Hall of Fame, vous n'avez pas pu manquer ça, bien évidemment, on l'attendait depuis longtemps. C'est l'entrée Hall of Fame des 3 légendes que sont Tim Duncan, Kevin Garnett et Kobe Bryant. Une cuvée exceptionnelle à laquelle s'ajoute l'ancien coach de Houston, Rudy Tomjanovic, à qui l'on doit bien évidemment la célèbre réplique ne jamais sous-estimer le cœur d'un champion. On fera peut-être une émission spéciale pour parler de ces 3 légendes que sont Duncan, Garnett et Kobe. On termine les news avec la belle connerie de la semaine. Elle nous est signée Bleacher Report. C'est tout pour les news, on attaque tout de suite le gros dossier. Dans le gros dossier cette semaine, on s'attaque au haut du panier de la conférence Est et on a sélectionné 4 équipes qui nous ont agréablement surpris. Et on commence tout de suite avec la meilleure équipe de la NBA cette saison, les Milwaukee Bucks. Et oui, la franchise du Wisconsin est cette année la première de la NBA, donc la première de sa conférence, avec 53 victoires pour 12 défaites. Milwaukee confirme toutes les attentes qu'on avait eues l'année dernière où ils avaient déjà fini premier de la NBA. Premier au rating défensif, premier à la pace, 7e au rating offensif, et équipe qui marque le plus de points par match. Pour continuer sur les stats, c'était tout simplement la meilleure équipe au rebond, c'était la 6e équipe à la passe, c'était la 3e équipe au contre. Cette année, Milwaukee a marché sur les autres équipes de la NBA. Ils ont réussi une saison quasi parfaite, malgré les 4 ou 5 défaites qu'ils ont pu accumuler sur la fin de saison. Ils étaient tout simplement sur les traces d'une saison à 70 victoires, ce qui n'a été fait que 2 fois dans l'histoire de la Ligue. Cet été, ils ont perdu malheureusement Malcolm Brogdon, l'ancien meilleur rookie de l'année qui est parti vers Indiana. On pensait que ça allait peut-être les affaiblir dans cet effectif qui était plutôt soudé, jeune et déjà très compétitif l'an dernier. Eh bien, ça n'a pas été le cas. En effet, l'arrivée de Wes Matthews, cumulés au vétéran George Hill, ont largement compensé l'absence de Malcolm Brogdon. La réunion des frères Lopez dans le Wisconsin fait vraiment plaisir à voir, et d'ailleurs je pense que Robin a insufflé une espèce d'énergie au vestiaire. En témoignent ces nombreuses séances de catch improvisées qui précèdent les matchs et qui sont toujours un régal pour les spectateurs.
Au final, l'effectif n'a pas trop bougé et comme je vous l'ai dit, ils étaient déjà l'année dernière premiers et ils ont continué leur progression derrière leur leader et MVP, Giannis Antetokounmpo. Effectivement, Antetokounmpo n'a joué cette saison que 30,9 minutes par match et c'était le plus gros temps de jeu de l'effectif. Comme quoi l'équipe n'a pas dû forcer sur ses meilleurs joueurs pour pouvoir écraser la concurrence. Antetokounmpo, cette année, c'est 29,6 points, 13,7 rebonds, 5,8 passes, une interception et un contre. Donc le tout en moins de 31 minutes de jeu. Je ne sais pas si vous imaginez la saison all-time et monstrueuse qu'a pu faire le Grec cette année. Pour rajouter à ça, il est à 54,7% au tir et cette année, il frôle avec les 30% à 3 points, ce qui reste relativement médiocre, mais il en prend beaucoup plus avec 5 tentatives, ce qui force parfois les équipes à un tout petit peu étirer leur défense. On voit qu'il progresse. Si vraiment il arrive à perfectionner son shoot à 3 points, ça va commencer à être complètement injouable face au Greek Freak. À ses côtés, son fidèle lieutenant a été re-signé cet été. Pour beaucoup, son salaire était un petit peu trop élevé. Eh bien écoutez, cette année, en 30 minutes par match, il frôle le 50, 40, 90, à 21,1 points, 6,2 rebonds et 4,1 passes. Il est bien évidemment All-Star pour la deuxième saison consécutive. C'est tout simplement le lieutenant parfait qui peut assurer en défense, qui assure grâce à un shoot extérieur hyper qualitatif et à qui on peut donner les ballons en fin de match, histoire de faire la différence à l'extérieur. Plus juste que par le passé, il assume réellement complètement son statut et son nouveau contrat. Bledsoe continue d'assurer à la main avec un 15 points, 5 rebonds, 5 passes et surtout une présence lorsque ses patrons sont pas forcément là. Je pense que c'est la force justement de ces Milwaukee Bucks et vous verrez quand on va parler des autres joueurs de l'effectif, c'est que quand un des patrons de l'équipe est un tout petit peu en moins, et ça arrive pas souvent, les autres prennent systématiquement la relève. Brook Lopez, bien qu'un tout petit peu plus maladroit cette saison à 3 points, continue d'étirer les défenses et de laisser de la place dans la raquette à Giannis Antetokounmpo pour de la percussion. Son rôle défensif a été accru cette saison et il en fait un des meilleurs rim protecteurs de la ligue, carrément. L'arrivée de Wes Matthews à l'arrière a fait du bien en défense. Il est aussi capable d'artiller à 3 points. La doublette DiVincenzo et Pat Connaughton, hyper agressifs et hyper physiques en sortie de banc, font vraiment du bien dans des rôles prédéfinis. George Hill a porté cette année 48% de réussite à 3 points, ce qui est quand même énorme aussi pour un joueur de ce calibre. Et on l'a vu l'an dernier en playoff, qui est capable d'apporter dans les moments chauds son expérience et sa tenue de balle. Cet été, Kyle Korver, le shooter que Mike Budenholzer a bien connu sous les couleurs d'Atlanta, est venu rajouter un petit peu d'adresse extérieure. Robin Lopez est venu renforcer la raquette et rajouter un peu de muscle. Sans oublier la présence de l'intelligent joueur turc Ilyasova, qui apporte toute son intelligence de jeu et ses rouages et son shoot extérieur et sa défense et sa roublardise dans un groupe qui n'en avait pas forcément besoin, mais qui donc bénéficie d'une profondeur extraordinaire. Les quelques minutes aussi apportées par Thanasis Antetokounmpo, qui doit bien faire plaisir à son frère. On a quand même deux fratries, les Lopez et les Antetokounmpo dans le Wisconsin. Écoutez, ça allait vraiment bien des deux côtés du terrain cette saison, avec un Antetokounmpo encore plus juste, qui peut s'écarter, avec une équipe qui joue sous les ordres de Budenholzer depuis plus d'un an maintenant et qui connaît tous les rouages des systèmes offensifs et défensifs et qui récite sa partition quasiment à la perfection cette année. Ils ont roulé sur tout le monde et finalement, est-ce que c'est pas eux, avec une autre équipe de la conférence Ouest dont on parlera plus tard, qui sont les plus pénalisés par l'arrêt de cette saison? Ça n'a échappé à personne, il y a eu le premier match de saison régulière organisé sur le territoire français cette saison, et c'était les Bucks contre Charlotte, donc on a eu la chance de voir Antetokounmpo et sa bande sous nos yeux, et c'était hyper plaisant de les voir. C'était pas un très très grand match de basket, mais on a quand même pu voir qu'à un moment donné, quand ils ont passé la vitesse supérieure, une faible équipe de Charlotte n'a pas pu résister aux assauts de cette équipe, qui physiquement impressionne, qui techniquement est vraiment au top niveau, et c'était hyper plaisant de les voir jouer. Quand ça commence à dérouler, c'est hyper impressionnant. Mais je serais curieux de savoir ce qu'en pense notre tablette du coach. Comme je le disais, c'est, je pense, une des équipes les plus pénalisées. Ils étaient vraiment en pleine bourre, alors à part cette série de 4 défaites en 5 ou 6 matchs sur la fin de l'année, mais qui veut rien dire étant donné qu'Antetokounmpo était pour le moment laissé au repos, et que je pense que l'idée de battre des records ou d'atteindre les 70 victoires était derrière eux. Ils préféraient se concentrer sur les playoffs et c'était plutôt intéressant. L'an dernier, il faut rappeler qu'ils ont été éliminés en finale de conférence contre Toronto, et ils ont été quasiment balayés, parce qu'après avoir gagné les 2 premiers matchs à domicile, ils s'étaient pris 4 défaites d'affilée contre Toronto. Je pense que cette année, l'équipe a mûri,
L'équipe a eu une année de plus avec son coach, une année de plus quasiment ensemble au niveau de tous les cadres, et c'est peut-être ce qui allait faire la différence avec des cadres qui sont encore jeunes, malgré cette dernière défaite face aux Lakers, qui est peut-être leur plus gros concurrent au niveau de la ligue. Cette année, on les a vus marcher sur tout le monde, et je pense que l'équipe est suffisamment en place, et par rapport à l'échantillon qu'on a vu, alors ça aurait été intéressant de voir au niveau des playoffs, là où l'intensité est quand même autre, mais je pense qu'ils sont armés, patients, intelligents, et oui, je les pense complètement armés pour viser le titre dès cette saison ou l'année prochaine. Et pour cette deuxième bonne surprise de la conférence Est, on quitte le territoire des États-Unis d'Amérique pour Toronto. Et oui, malgré le fait que ce soit les champions en titre, ce sont pour nous une énorme surprise de cette conférence Est. Pour rappel, ils ont quand même perdu Kawhi Leonard qui était le MVP des dernières finales, ils ont perdu Danny Green qui était un membre essentiel du 5 majeur, et malgré cela, ils étaient toujours en place dans la conférence Est et très haut à la deuxième place, avec 46 victoires pour 18 défaites seulement. Malgré la perte, comme je l'ai dit, de Kawhi et de Danny Green qui sont des défenseurs hyper référencés, ils se maintiennent à la deuxième place au rating défensif. Ça montre la cohésion et la force de ce collectif de ce côté du terrain. La force, on l'a vu des deux côtés du terrain, puisque l'équipe montre vraiment un alliage de talent et un collectif avec peu d'équivalent dans cette conférence. Petite revue d'effectifs. Honnêtement, j'étais le premier à blâmer Kyle Lowry, qui pour moi était un meneur un petit peu surcoté, qui a quand même fait des très très bonnes finales, mais le leader c'était Kawhi Leonard. Et bien écoutez, cette année, à l'heure où on attendait de lui qu'il se repose sur ses lauriers, et ben non, il nous sort une saison réellement de patron à la main, avec pas loin de 20 points, 8 passes et 5 rebonds. Il a été présent dans tous les facteurs du jeu, et malgré 2-3 petites blessures, il est réellement l'âme, et peut-être pourquoi pas le meilleur joueur de l'histoire de cette franchise désormais. À côté de lui, le cycliste Fred VanVleet confirme tout ce qu'il nous a montré lors des précédents playoffs avec une saison énorme. 18 points, presque 7 passes par match. Pour celui qui devait être juste le remplaçant de Kyle Lowry, on a vu que finalement il formait une doublette d'espèces de petits pitbulls assoiffés de paniers et de défense ras du sol. Ça fait plaisir à voir, et c'est un backcourt où les autres équipes ont peiné à trouver des solutions face à eux. Petite note quand même pour dire que Fred VanVleet n'a joué que 48 matchs sur les 65 possibles. Attention aux récurrences des blessures, ils ont besoin de tout le monde, même si finalement les diverses blessures, on va parler un peu plus tard, ont renforcé encore plus le collectif et la profondeur de banc. Derrière, bien évidemment, Siakam. On en attendait beaucoup de Siakam, MIP déjà l'an dernier. Est-ce qu'il allait passer cet échelon et prendre la franchise sur son dos ? Eh bien oui, il a réussi à le faire. Il a allègrement reçu sa première nomination dans le 5 majeur du All-Star Game, et c'est amplement mérité, avec 23,6 points, 7,5 rebonds et 3,6 passes par match. Il était même à un moment donné dans une course, pas tout en haut, mais nommé dans cette course au MVP de la saison régulière, tellement son impact sur la franchise, qui elle-même réussissait collectivement, était énorme. Sans Kawhi, effectivement, il fallait prendre un petit peu le relais sur les extérieurs, alors Kyle Lowry a élevé son niveau de jeu, Siakam a pris l'équipe sur ses épaules, mais c'est sans compter les jeunes espoirs que sont Norman Powell, qui a montré vraiment des très belles choses cette saison, avec plus de 16 points par match. Malheureusement, il s'était blessé à la fin de la saison, on n'a pas pu voir encore un peu plus sa progression. OG Anunoby a eu un petit peu plus d'importance dans l'effectif aussi, avec plus de 11 points et un impact défensif énorme. Je pense que ce joueur va progresser, et il a réellement un profil entre guillemets à la Kawhi Leonard. À l'intérieur, Ibaka ne cesse de s'épanouir au Canada. Cette saison, encore 16 points et 8 rebonds, parfois en sortie de banc, parfois titulaire. Il apporte énormément à l'intérieur. On l'a jamais vu aussi bon depuis Oklahoma, et encore, je pense qu'il est peut-être encore meilleur cette année. Il s'écarte un peu moins, mais il est capable de le faire. Il a un impact défensif monstrueux, et à l'intérieur, il est capable d'enfoncer et de faire des petits hooks sur beaucoup de défenseurs adverses. Et du coup, complémentaire d'un Siakam, c'est vraiment intéressant de pouvoir garder Ibaka, qui cette saison va être free agent et qui va probablement valoir un petit peu cher sur ce marché, sachant que le marché va être un peu vide, même si on va être dans une intersaison très spéciale. Je pense que Toronto vont miser sur Ibaka pour surfer sur cette continuité et avoir cet effectif encore au complet l'an prochain. Libre aussi cet été, Marc Gasol, on va dire que c'est celui qui était un petit peu plus sur la retenue cette année, qui a un petit peu décuvé tout ce qu'il a bu après le titre. Mais on a vu aussi que par moments, son impact défensif, ce côté capitaine de l'équipe, même en attaque ou en tête de raquette, il est capable de diffuser sur tout le monde. Marc Gasol, son apport, il est pas visible dans les chiffres, mais il est essentiel dans une équipe comme
ça qui visent le haut de tableau. À noter les très très bonnes surprises que sont Chris Boucher et Terence Davis. Et c'est là, je pense, où Toronto m'a le plus impressionné. C'est dans cette faculté à inventer des joueurs. On se retrouve un petit peu aux Spurs de la bonne époque, où un coach comme Nick Nurse, on en parlera plus tard, c'est quand même un chef d'orchestre magnifique, chapeauté par Masai Ujiri. Ils ont réussi à créer un effectif où tout le monde est impliqué, où tout le monde connaît son rôle, où dès que quelqu'un est blessé, un autre prend la place et arrive à hausser son niveau de jeu sans perturber le niveau collectif à la fois en attaque et en défense, et ça a été la force de Toronto. Dans l'année, il y a eu un énorme coup de chaud à cheval entre le mois de janvier et le mois de février avec 15 victoires d'affilée, ça a été énorme, c'est là où on a commencé à voir l'équipe tourner à plein régime, mais je serais curieux de savoir ce qu'en pense notre tablette du coach. Très bonne question de cette tablette. Parce que, comme on l'a dit, l'effectif a été chamboulé, ils ont perdu leurs meilleurs joueurs, ils ont perdu un de leurs meilleurs défenseurs, ils ont eu beaucoup de blessés. Et malgré cela, on a l'impression d'une équipe de vieux briscards qui roule sur toute la ligue. L'invention de joueurs comme Chris Boucher, comme Terence Davis, Siakam qui ne cesse de s'épanouir, Ibaka qui revit, Gasol qui, même s'il fait des petites stats, on a l'impression qu'il est là depuis toujours, Kyle Lowry qui se bouge enfin ses énormes fesses, Nick Nurse. Et comme je le disais précédemment, Masai Ujiri ont fait un énorme travail au niveau de la constitution de cette équipe et au niveau des différents systèmes. Et oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être un des coachs qui fait le meilleur travail en NBA. Et le succès de Toronto doit beaucoup à leur coach. Quel était le plafond pour cette équipe? Malheureusement, on ne le saura pas, même si c'est une équipe sur laquelle personne, à mon avis, avait envie de tomber en play-off. Probablement un candidat très sérieux à la finale de conférence, et après, on ne sait pas ce qu'il aurait pu advenir. Mais Toronto reste une des très belles surprises de cette saison. On continue notre tour d'horizon de la conférence Est, et on s'arrête dans le Massachusetts, côté Celtics. 5e au rating offensif, 4e au rating défensif. La Green Nation pouvait être fière de leur équipe, 3e de la conférence, avec 43 victoires pour 21 défaites. Cet été, on a fait le ménage, bye bye Kyrie Irving, bye bye Al Horford, bye bye aussi Marcus Morris, bye bye Terry Rozier. L'équipe était à moitié à reconstruire, derrière les leaders sur lesquels ils pouvaient compter, comme Jason Tatum, Jaylen Brown et Gordon Hayward. L'équipe cet été a donc décidé d'échanger poste pour poste dans leur effectif Kyrie Irving par Kemba Walker. Excite les problèmes intra-vestiaires que pouvait provoquer un Irving qui pourtant pour moi est beaucoup plus talentueux que Kemba Walker. Mais Kemba Walker, un joueur dans son prime, titulaire la saison passée au All-Star Game, pouvait apporter énormément dans cette franchise sous les ordres de Brad Stevens. Globalement, l'année dernière, on pouvait stigmatiser un petit peu l'équipe, mais c'est aussi Brad Stevens qui n'a pas réussi à tenir son effectif, à tenir son vestiaire, et finalement, le ménage qui a été fait lui a permis enfin de rétablir un petit peu d'ordre, et avec ce vestiaire un petit peu plus sain, il a enfin pu développer le jeu, et on le sait, quand il est libéré de cette pression, c'est un des meilleurs coachs de la NBA. Et c'est sur le terrain que ça s'est vu, avec des joueurs hyper épanouis, pas moins de 3 joueurs à plus de 20 points cette saison, à commencer par la recrue Kemba Walker, plus de 21 points par match, 5 passes, encore une fois All-Star cette saison. Je trouve qu'il a gagné en maturité par rapport à Charlotte, et finalement sans changer réellement sa façon de jouer, il a eu un jeu plus direct, moins de dribbles, moins de moments pour rien faire. Il a beaucoup appris cette année, il s'est fondu dans le collectif, et il a accompli sa tâche à merveille. Jaylen Brown, le jeune joueur de 23 ans seulement, avait signé cet été une prolongation de contrat un petit peu élevée. Beaucoup de gens se posaient la question, et écoutez, il a complètement assumé. Jusqu'au mois de janvier, on se posait même la question de savoir si c'était Tatum ou Jaylen Brown qui allait être All-Star. Avec plus de 20 points, plus de 6 rebonds à quasiment 50% au tir, il a fait une super saison. Défensivement, il est toujours là, avec son style aérien et physique. Il apporte beaucoup dans cette équipe, il a l'avenir devant lui, et je pense que son tour viendra aussi pour le All-Star Game. On en vient à Jason Tatum, l'ancien Dookie, dont on attendait énormément après une saison rookie formidable, après des premiers playoffs extraordinaires, on l'avait vu même dunker sur LeBron James, on se disait vraiment que le ciel était sa limite. L'année dernière, eh bien, dans le marasme de toute l'équipe, il n'a pas dérogé à l'ensemble et il a un tout petit peu déçu avec des standards autour de 18 points par match. Il n'avait pas franchi ce cap. Mais c'est sans oublier qu'il vient tout juste de fêter ses 22 ans. Il a quasiment fait toute cette saison régulière à 21 ans et il a montré des progrès au fur et à mesure de la saison qui sont hyper impressionnants. 23,6 points, 7 rebonds, 3 passes et 1,4 interceptions. Tatum a progressé quasiment dans tous les domaines du jeu. En défense, il est maintenant très solide. Il est hyper clutch. Il est très propre dans son attaque du jeu. Beaucoup plus agressif vers le cercle. Moi, c'est un des joueurs qui m'a vraiment le plus plu et qui a le plus progressé au sein de la saison.
à seulement 22 ans, quasiment 24 points par match, il porte l'équipe sur ses épaules et dès qu'ils ont besoin d'un panier, c'est très simple, il suffit de mettre la balle dans les mains de Tatum. A noter qu'il était quasiment à 40% à 3 points et qu'il a été récompensé comme il se doit de sa première sélection au All-Star Game. L'homme oublié du côté de cet effectif, on n'en parle pas souvent parce qu'effectivement il y a quand même 3 joueurs qui sont à plus de 20 points, c'est Gordon Hayward. Il est revenu très difficilement de sa blessure, en plus il est passé de franchise player du côté d'Utah et All-Star dans la conférence Ouest, maintenant quasiment 4e option cet effectif. Et bien écoutez, cette 4e option, elle est loin d'être ridicule. 17,3 points, 6,5 rebonds et 4 passes. Un ball-ender de qualité qui arrive à combler les brèches là où il faut. Tourner à 17 points à côté de 3 autres mecs qui sont à 20 points par match, c'est énorme. Autant dire que s'il était dans une autre équipe, peut-être qu'on retrouverait le Gordon Hayward All-Star comme il était à Utah. C'est bien évidemment sa meilleure saison depuis qu'il est arrivé dans le Massachusetts. Bref, il est partout, il est peut-être moins flamboyant qu'on pouvait l'attendre malgré son énorme contrat. Et finalement, son côté créateur aussi apporte beaucoup dans cet effectif. Derrière ces 4 stars, il y a Marcus Smart, qui est ni plus ni moins que l'âme de l'équipe. Il était là avant les autres, il tourne à un peu plus de 13 points, 5 rebonds, 5 passes à peu près, ou 4 rebonds, 4 passes. Ses stats ne montrent pas l'importance qu'il peut avoir dans cet effectif. C'est le patron en défense, c'est un des patrons en attaque où il est capable aussi de diffuser sur les autres, de prendre des shoots hyper compliqués où on se demande pourquoi et il les met. C'est vraiment l'étincelle des deux côtés du terrain et à mon avis aussi dans le vestiaire qui apporte beaucoup à cet effectif. C'est le rôle de Marcus Smart de galvaniser tout le monde en attaque comme en défense, un petit peu à l'image d'un Draymond Green aux Warriors. C'est le bad guy, celui qui n'hésite pas à les mettre la tête où nous on mettrait pas les pieds. C'est hyper impressionnant l'impact qu'il a dans le jeu. Ça ne se voit pas dans les stats, ça se voit quand il est sur le terrain. C'est l'âme et c'est même les couilles de cette équipe. Daniel Theis, dans son rôle maintenant en 5 majeur, de 5 de petite taille, a beaucoup apporté et je trouve qu'il montait en régime dans cette fin de saison. L'Allemand m'a beaucoup impressionné dans la raquette malgré un physique un petit peu sous-dimensionné pour le poste. Et j'ai été un petit peu déçu par Enes Kanter. On connaît ses qualités énormes en attaque, on connaît aussi ses défauts en défense. Cette année, on a plutôt vu ses défauts. Il a eu un temps de jeu très limité, avec à peine 18 minutes par match. Là où pourtant il y avait un énorme trou dans la raquette à combler, et s'il se bougeait un petit peu plus le cul en défense et qu'en attaque il ressortait un petit peu les balles et qu'il arrivait à se fondre un tout petit peu plus dans un collectif, ses minutes augmenteraient. À noter dans l'effectif la présence d'un rookie français, justement à l'intérieur, Vincent Poirier. Je pensais que, vu le manque évident de taille de cette équipe et de qualité à l'intérieur, Vincent Poirier allait pouvoir trouver un petit peu sa place dans l'effectif. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Peut-être que c'est le plan aussi de Boston de le formater. Lui, on rappelle qu'il était un des meilleurs rebondeurs en Euroleague la saison précédente. Je suis persuadé qu'à Boston, il est capable de trouver sa place. Mais bon, cesse de bavardage. Qu'en dit notre tablette du coach? Le pivot titulaire cette année, c'était Daniel Theis, et malgré tout ce qu'il a pu montrer, et même sa montée en puissance en fin de saison, je suis persuadé qu'en play-off, Boston aurait péché par manque de taille et de poids dans la raquette. Malgré un super partage du ballon et une balle qui circule, je pense que sur un jeu plus statique, Boston aurait quand même peiné à se mettre en place sans un point d'ancrage intérieur imposant. Du coup, jusqu'où aurait-il pu aller? Au-dessus d'eux, il y a Toronto, il y a Milwaukee. Milwaukee étant largement au-dessus du lot, je pense que contre Toronto en 7 matchs, c'était peut-être quelque chose qui était jouable. Comment défendre sur Siakam? Comment défendre sur Ibaka? Comment tenir Marc Gasol? Ça aurait été hyper compliqué sans gros tonton à l'intérieur. Peut-être à noter aussi un manque de dureté. Ils ont perdu des mecs comme Marcus Morris et même Terry Rozier, qui apportaient un petit peu d'énergie, un petit peu de nasty dans cette équipe. Et à part Marcus Smart, je pense qu'il en manque. Et un intérieur un peu à l'ancienne, capable de jouer des coudes et capable d'imposer son physique, en play-off, ça aurait été pour moi primordial. Et effectivement, je suis d'accord avec la tablette, cette équipe n'aurait pas pu viser le titre et peut-être même pas la finale de conférence cette saison. À voir ce qui va se passer dans le futur, mais est-ce que cette équipe va-t-elle pouvoir continuer à jouer ainsi avec finalement 3 de leurs leaders que sont Tatum, Brown et Hayward qui jouent plus ou moins sur le même poste? Ne doivent-ils pas faire des choix pour pouvoir aller plus loin? Et pour finir, notre 4e bonne surprise de la conférence Est n'est autre que Miami Heat. Direction donc la Floride et la franchise présidée par
Pat Riley, qui ont même été classés un peu plus haut cette saison, mais qui finissent à la 4e place avec un très bon bilan de 41 victoires pour 24 défaites. 6e au rating offensif. On savait que les équipes coachées par Eric Spoelstra et présidées par Pat Riley étaient des équipes les plus dures à jouer défensivement, mais cette 6e place au rating offensif montre aussi le tournant qui a été pris par la franchise de Miami. Pour rappel, l'année dernière, il n'était même pas en play-off, et cette saison s'apprêtait à avoir l'avantage du terrain avec 7 joueurs à plus de 11 points par match. Ils avaient probablement un des collectifs les plus huilés et les mieux foutus de cette ligue. Après la retraite cet été de Dwayne Wade, on note l'arrivée de Jimmy Butler en provenance des Sixers, qui sortait pour moi de super playoffs et qui a réussi à apporter cette rigueur, cette envie, ce collectif à la franchise de Miami. Lui qui a été beaucoup critiqué à Minnesota, finalement est rentré comme dans un gant dans cette franchise de Miami où on a l'impression qu'il y joue depuis 10 ans déjà. Il a été formidable de justesse, très collectif quand il le faut, clutch aussi quand l'équipe en a besoin. Ça a été réellement le patron. 20 points, un peu plus de tir bon, un peu plus de 6 passes, ce qui est très fort. Il est encore une fois All-Star cette année. Il n'a pas forcé son jeu. Il n'a pas eu besoin de mettre 30 points par match, sans parler de sa défense, qui fait partie de l'ADN de l'équipe et de l'ADN de ce joueur. Vraiment, Jimmy Butler, c'est probablement dans les nouveaux franchise players de franchise, celui qui s'est adapté le plus vite et le mieux de toute la NBA cette année. Et que dire de Adebayo, le pivot qui était remplaçant l'année dernière d'Hassan Whiteside. Hassan Whiteside transféré du côté de Portland, il a eu vraiment toute la place à l'intérieur pour être titulaire et pour faire exploser son talent. Il est directement devenu All-Star cette année, utilisé en point center, c'est-à-dire que c'est un pivot qui distribue le jeu, des fois même il monte la balle. Il a fini à plus de 16 points, 10,5 rebonds et 5 passes par match. Moi, je pensais pas qu'il avait une vision du jeu comme ça. J'avais déjà vu cet été où on avait vu des images des entraînements de Team USA où il n'a pas été retenu d'ailleurs. Vraiment, Popovic devrait prendre sa retraite. Qu'il avait énormément progressé cet été au niveau offensif, mais au niveau de sa vision du jeu, il a fait preuve d'un QI basket et d'un rayonnement en attaque comme en défense qui est assez exceptionnel. Adebayo à côté de Butler, ils ont vraiment un duo de All-Star de très très haut vol. On parlait d'invention de joueurs du côté de Toronto, et que dire à Miami, où les jeunes ont littéralement explosé avec un rôle énorme pour Nunn, Duncan Robinson et Tyler Hero. On commence par Kendrick Nunn, joueur qu'on rappelle n'a même pas été drafté il y a 2 saisons, jouait ses premiers matchs en NBA cette année, il a été plusieurs fois rookie du mois, plus de 15 points, quasiment 3 passes par match, c'était tout simplement dans le 5 majeur, le deuxième ball elder derrière Jimmy Butler, ce qui est hyper impressionnant, il est d'une maturité folle, il a déjà un très bon shoot, il a fait quelques cartons, bref, une merveilleuse surprise du côté de Miami. Tyler Hero a confirmé tout ce qu'on avait pu voir en Summer League cet été avec plus de 13 points et quasiment 40% à 3 points. Ce qui m'a aussi impressionné chez lui, c'est que c'est pas qu'un shooter. J'imaginais naïvement un catch and shooter classique qui avait encore beaucoup à faire. Et finalement, son jeu est déjà bien d'aplomb, il sait tenir la balle, il a une bonne vision du jeu, il a un bon dribble. C'est réellement un futur très bon joueur de la ligue qui sortait du banc cette année et qui devrait se faire une place comme titulaire dans les années suivantes. Et que dire de Duncan Robinson, à part qu'il aurait dû jouer aux Spurs. Plus de 13 points et 45% à 3 points. Faut savoir que cette année, il a mis à peine moins de 33 points de moins que James Harden, avec un volume de tir beaucoup plus faible. Bref, les jeunes se sont éclatés en Floride cette année et ils ont largement participé à cette bonne phase de reconstruction hyper rapide qu'on connaît à Miami cette année. Et que dire de Goran Dragic qui a réussi à accepter ce rôle de 6e homme et qui lui va finalement à la perfection. Il faut se rappeler qu'il était All-Star il y a à peine 2 saisons maintenant. Celui qui était champion d'Europe et MVP du championnat d'Europe aux côtés de Luka Doncic réalise une saison de 6e homme excellente, tellement excellente qu'il était dans les candidats sérieux au poste de meilleur 6e homme de l'année. 16,5 points, 5 rebonds, 3 passes en sortie de banc. Il arrivait à apporter un petit peu d'intelligence, un côté patron, quelqu'un qui est capable de tenir la balle, de relancer comme il faut. Il avait ce rôle parfait derrière les 3 jeunes dont on parlait tout à l'heure, et l'acceptation d'un joueur comme Goran Dragic de sortir du banc montre aussi l'osmose qu'il peut y avoir dans cet effectif et l'osmose qu'il peut y avoir même dans toute cette franchise. À noter la belle progression des jeunes d'Eric Jones Jr., la fusée, un des meilleurs dunkers de la NBA, il doit son titre de meilleur dunker à un certain Dwayne Wade, et un Meyers Leonard qui est devenu un sacré buffle cette année, qui malheureusement s'est blessé sur la fin de saison, mais qui a apporté aussi énormément. Ces 2 jeunes ont beaucoup progressé. À la trade deadline, l'équipe a décidé de se renforcer encore un petit peu, avec l'arrivée dans l'effectif d'André Iguodala, un petit peu perdu du côté de Memphis où il n'a jamais mis les pieds. Il nous doit une revanche.
Écoutez, depuis qu'il est arrivé, il jouait 18-20 minutes par match et l'équipe d'ailleurs s'est mis un petit peu à perdre sur la fin de saison. Je ne sais pas si c'est complètement dû à lui ou à la fatigue ou aux aléas d'une saison régulière, mais il a signé pour les 2 saisons prochaines. Je pense que c'est un joueur au QI basket exceptionnel. Par contre, maintenant, il a 37 ans. Est-ce qu'il va pouvoir encore inculquer son esprit collectif, sa défense à une équipe comme Miami, comme il a pu le faire du côté des Warriors? Je l'espère, c'est un super joueur, celui qui a été élu MVP des finales 2015. Peut apporter un réel plus dans une équipe qui vise le titre. Arrivé à ses côtés, Jay Crowder a lui apporté instantanément à la franchise floridienne, quasiment 29 minutes par match, 12 points, 6 rebonds. Il a été bon instantanément en Floride. Une caisse énorme, capable de défendre, de mettre des shoots à 3 points. Une recrue idéale et qui a su se fondre directement dans le plan de jeu de Erik Spoelstra. Des super recrues, des super jeunes. Qu'est-ce qu'on peut en attendre de plus de cette équipe? Eh bien écoutez, c'est peut-être ce que va nous apporter la question de la tablette. Effectivement, comme ça sur le papier, on voit pas beaucoup de défauts dans cette franchise. Peut-être un petit peu un manque de rotation à l'intérieur derrière Meyers-Leonard et Bam Adebayo. Peut-être un manque de vécu avec beaucoup de jeunes qui auraient peut-être craqué dans des moments un petit peu plus cruciaux sur des matchs où l'intensité se serait élevée. Mais de toute façon, on n'attendait pas Miami à ce niveau-là cette saison. Et je pense qu'ils pouvaient de toute façon viser au moins déjà une demi-finale de conférence, voire une finale de conférence cette année, et c'était bien au-delà de nos espérances. À noter que l'effectif est fait aussi pour viser une superstar en 2021. Pourquoi pas Giannis? À voir comment ils vont gérer le cas Dragic, qui cet été est libre de tout contrat, ou alors Pat Riley et Erik Spoelstra vont-ils vouloir directement faire all-in sur une grosse star, pourquoi pas un Bradley Beal? Avec la science du jeu de Spoelstra, je pense que cette équipe aurait de toute façon posé des problèmes à tout le monde en play-off. Connaissant aussi un Butler qui s'éclate dès qu'il y a de l'enjeu, et avec les playoffs, il se serait régalé, là où l'intensité aurait encore un peu plus grandi, je pense que Miami nous aurait peut-être encore plus surpris en play-off qu'en saison régulière, parce qu'ils ont quand même un profil d'équipe de play-off. Bref, quel parcours aurait-il pu faire? Bah écoutez, moi j'aurais peut-être bien mis une pièce sur une finale de conférence pour Miami cette année. Bref, 4 superbes surprises ou confirmations en tête de cette conférence Est, mais quelle est l'équipe qui pour nous a été la plus surprenante? Et oui, ce sont les Toronto Raptors qui pour nous sont la plus belle surprise de l'année de la conférence Est. Ça s'est joué de peu avec Miami, ça s'est joué de peu avec les Bucks qui ont encore explosé leur plafond cette année. Mais que dire de Toronto? Une équipe qui perd son MVP des finales, comment peut-elle rebondir aussi bien? Ils ont un bilan quasiment équivalent à l'année dernière en saison régulière. Nick Nurse invente des joueurs, l'équipe défend, l'équipe joue un jeu collectif à merveille, le public est derrière eux, c'est même tout un pays qui est derrière eux. Et cette année, on n'y croyait pas, on pensait qu'il y aurait une énorme gueule de bois derrière le titre, et ce n'a pas été le cas. Les jeunes ont explosé, les vieux ont confirmé, le coach est incroyable, la franchise est gérée de main de maître par Masai Ujiri. En bref, Toronto est réellement la bonne surprise de la conférence Est cette année. Et voilà, c'est déjà la fin de ton rendez-vous préféré, mais ne pleurez pas, on se retrouve très vite. Je serais curieux de savoir quelle est votre bonne surprise de la conférence Est, si vous êtes d'accord avec nous, si vous n'êtes pas d'accord avec nous. Surtout, n'hésitez pas à nous écrire. Et mettez un like, partagez à votre famille, inondez le web avec les ups, faites chier votre famille en regardant les épisodes en boucle. De toute façon, vous n'avez rien d'autre à faire parce qu'il faut rester chez soi. Ciao, je vous laisse. Je vais à Miami boire des kaipi avec Pat Riley et Dwayne Wade. Ciao, ciao.